Bonjour à vous et bienvenue sur Média TV dans On se dit tout. C'est un plaisir de vous retrouver une nouvelle fois et on y va pour notre sommaire. Alors on va commencer par le diagnostic et la prise en charge de l'autisme par les orthophonistes. Comment ça se passe exactement? Les détails dans quelques instants. Ensuite, un autre sujet, on va parler de reprendre le boulot après un burn-out professionnel. Comment est-ce que c'est possible de surmonter cette phase un peu compliquée? Eh bien, on en parlera là encore dans quelques instants. Et puis pour finir, asthénie, grosse fatigue et alimentation. Comment l'alimentation peut nous aider à dépasser cette phase? Là encore, un professionnel est avec nous. On y va, on démarre tout de suite. Vous êtes sur Média TV dans On se dit tout. À tout de suite. Nous sommes tous très heureux de vous recevoir sur le plateau d'On se dit tout. C'est un plaisir de vous avoir avec nous pour cette heure. Et merci aux invités qui sont là, justement. Sarah Hay, merci infiniment d'être avec nous. Vous êtes orthophoniste. Et avec vous, justement, dépistage et prise en charge de l'autisme. Vous êtes orthophoniste, justement. Oui. C'est cette branche-là que nous allons discuter. Puis à vos côtés, Dr Karim Louali, qui est médecin nutritionniste. Avec vous, Dr Lasteni. Mais bien sûr, vous allez intervenir sur tous les autres sujets. Tous ensemble, justement, nous allons discuter de ces trois sujets. Et Mona Sqali, merci infiniment d'être avec nous. Vous êtes coach personnel et professionnel. Et avec vous, reprendre le boulot après un burn-out. Justement, comment est-ce que c'est possible de dépasser cette phase et reprendre une vie professionnelle? Comment? Quels sont les changements à mettre en place? On en parle avec vous. Merci infiniment d'être là. On démarre? On commence par l'autisme, ok? Ça vous va? Très très bien. On y va. Donc on y va avec vous, Sarah. Vous êtes orthophoniste, donc diagnostic et prise en charge de l'autisme par les orthophonistes. D'abord, est-ce qu'il est nécessaire de rappeler à nos téléspectateurs ce qu'est l'autisme? Il est toujours important de rappeler que l'autisme n'a rien à voir avec d'autres troubles, surtout liés à la surconsommation de la télévision. Ça, on en a parlé déjà avant. Un enfant autiste est un enfant qui naît avec des symptômes qu'on peut déjà diagnostiquer à partir de 18 mois, entre 18 et 36 mois. Parce qu'on disait pas avant 3 ans. Les choses ont Alors, changé. le diagnostic est posé définitivement à 3 ans, avec l'aide des pédopsychiatres, avec l'aide d'une équipe pluridisciplinaire. C'est-à-dire que le diagnostic de l'autisme ne se pose pas qu'avec l'orthophoniste lui-même. C'est un bilan pédopsychiatrique, un bilan au niveau comportemental et aussi au niveau de la psychomotricité, et également un bilan au niveau orthophonique pour voir tout ce qui est langage et tout ce qui est en rapport avec la communication. Mais à 18 mois déjà... 18 mois, il y a déjà, on peut suspecter un enfant à risque de développer ou qui a déjà des signes qu'on peut déjà percevoir. Mais bien sûr, il y a différents degrés de l'autisme. Effectivement. Ouais. Et il y a plusieurs degrés, il y a plusieurs genres. Il faut savoir que l'autisme, c'est pas... Il y a des autismes qui sont verbaux, c'est-à-dire quand, par exemple, l'autisme d'Asperger, c'est un enfant qui va parler, qui va rentrer à l'école et tout. Il y a d'autres autismes l'enfant, il ne va pas être verbal forcément, donc il ne va pas forcément parler, ou il va parler très tardivement. Il y a des autismes qui sont liés au X fragile, donc c'est le chromosome X. Et donc ça, c'est vraiment à 100% génétique. Donc il y a beaucoup de genres. C'est ça. Et il y a beaucoup des degrés. Donc, il y a l'autisme profond, il y a l'autisme léger. Et l'évolution est propre à chaque enfant et à chaque environnement. Okay. Et tout dépend de la prise en charge. Alors, justement, pour l'orthophoniste que vous êtes, à quel moment vous entrez en jeu dans la prise en charge ou dans le diagnostic aussi? Oui, alors effectivement, dans le diagnostic, c'est vrai que là, aujourd'hui, on commence à recevoir les enfants un peu plus tôt, comme je dis toujours, c'est-à-dire que les parents sont un peu plus éveillés, il y a les réseaux sociaux, ils commencent à chercher sur Internet, et donc on reçoit l'enfant déjà peut-être à l'âge de 2 ans avec mon enfant, je l'appelle, il répond forcément pas à son prénom, il ne pointe pas, il ne sait pas demander, il fait des crises, il se tape contre le mur, ou il crie beaucoup, il pleure beaucoup, et il n'est pas très réactif. Et à la crèche, par exemple, s'il est scolarisé tôt, on dit qu'à la crèche, il n'est pas avec les enfants, il est tout le temps isolé, ou bien il joue tout seul, il tape beaucoup avec le même jouet, par exemple. Donc, il y a des petits signes qui reviennent déjà à l'âge de 18, 24 mois. Oui. Et les parents observent, et vu qu'il y a la scolarisation maintenant précoce au niveau des crèches, donc il y a des retours hors famille qui peuvent un petit peu plus signaler ou mettre l'accent sur quelques signaux. Et donc, les parents, je les reçois déjà à cet âge-là. Bon, moi, je ne suis pas
en mesure de dire votre enfant est un enfant autiste. Je ne le dis jamais et jamais je le note sur mes comptes rendus. Si je suspecte, je mets une suspicion et j'envoie vers un pédopsychiatre et vers un bilan psychomotrice. Et puis, c'est le pédopsychiatre qui prend toutes les informations et c'est lui qui chapeaute et qui met le diagnostic. D'accord. Donc l'orthophoniste ne pose pas le diagnostic. Le bilan de l'orthophoniste est important dans la mise en place du diagnostic. Mais l'orthophoniste ne dit pas clair et net votre enfant est autiste parce que ce n'est pas que le bilan orthophonique qui peut juger de ça. Il faut vraiment une équipe pluridisciplinaire. C'est très très important parce qu'il y a plusieurs aspects que nous, autant qu'orthophonistes, on n'est pas habilités à juger à 100%. Il faut laisser à chacun la part des choses. Sur ce point, Saraheh, c'est que vous voyez un peu certaines dérives dans le métier ? Oui et non, hein, oui, parce que il y a des fois devant un parent qui est acharné, qui vient vraiment très très convaincu que son enfant est autiste, on peut avoir un petit dérapage et dire oui, effectivement, je suis d'accord avec vous, mais le fait de dire oui, je suis d'accord avec vous, ça veut dire que j'ai confirmé le diagnostic. Ouais, et moi, je reçois souvent des parents qui ont lu beaucoup de choses sur Internet et l'enfant n'est pas autiste et ils sont convaincus à 100% qu'il est autiste. Alors, je ne peux pas y aller avec cette... Il faut vraiment rechercher de plusieurs côtés. Il ne faut négliger aucun point. C'est ça. Il y a des analyses à faire. Le côté médical et paramédical, il se complète. Donc, il est très, très important de se compléter par rapport à la mise en place du diagnostic. C'est un diagnostic à vie. C'est une étiquette à vie et c'est des conséquences à vie. Il ne faut pas prendre ça à la légère. Alors, par rapport à la prise en charge, vous l'avez dit tout à l'heure, l'autisme est très vaste. C'est un trouble qui est extrêmement vaste. Les symptômes, les manifestations, le vécu de chaque enfant est différent. Donc, j'imagine que la prise en charge est vraiment personnalisée. Effectivement, il faut savoir qu'après la passation d'un bilan orthophonique qui, des fois, alors contrairement à d'autres bilans, des fois le bilan d'un enfant autiste peut prendre 4 à 5 séances, rien que pour pouvoir établir une relation de confiance avec l'enfant et pouvoir vraiment toucher les points sensibles, les points forts, parce qu'il n'y a pas que des points négatifs, il y a aussi les points positifs chez un enfant autiste. Et donc, c'est à partir de ce point-là qu'on peut, on appelle ça, on trace un projet thérapeutique avec les parents et avec le professionnel. On ne travaille pas seul. Le travail avec les parents est très, très important. Donc, les deux grandes tranches qu'on a dans la rééducation, c'est la prise en charge avec l'enfant, et là, elle est individualisée, ça dépend de plusieurs choses, et ça dépend de l'enfant. Et il y a la guidance parentale avec les parents. C'est-à-dire qu'il faut sensibiliser, il faut expliquer, rassurer. Il faut rassurer. Il faut que les parents déjà comprennent que ce n'est pas à cause d'eux. Ce n'est pas une conséquence due à une éducation ou due à un manque d'investissement. Ça n'a rien à voir avec ça. Donc, c'est important de prendre de son temps pour expliquer aux parents, parce que si les parents sont sur la même longueur d'onde que le thérapeute, alors là, on est à 50% de la prise en charge et certainement, les résultats sont très optimaux. Ok. Par rapport à la prise en charge, aujourd'hui, on dit de plus en plus que l'alimentation entre en jeu dans plusieurs domaines, et notamment dans celui de l'autisme. Est-ce que vous êtes d'accord, Dr Karim El Ouali ? Je suis complètement d'accord, et je tiens d'abord à féliciter le travail de ces activités paramédicales. Moi, je dis qu'ils font un travail titanesque. Et je veux juste ajouter un petit point très important. En fait, le résultat, il dépend de la solidité de cette équipe pluridisciplinaire qui entoure l'enfant et du degré d'implication des parents. Parce que les enfants qui évoluent le mieux sont ceux dont les parents sont impliqués. Ils sont là pendant les séances, ils sont impliqués et on ne perd jamais notre temps chez une psychomotricienne, chez une orthophoniste, parce que les résultats se font au long terme. Et il faut s'armer de patience et être impliqué. Ça, c'est une notion qui est très, très importante. Oui, la nutrition est très, très importante pour ces enfants autistes. D'ailleurs, il y a cette notion 1000 premiers jours, on en a déjà parlé au niveau du plateau. Il y a cette notion de prise tôt d'antibiotiques. Non protégés. Mais on rappelle pour nos téléspectateurs, parce que ce n'est pas toujours les mêmes. Oui. Alors, les 1000 premiers jours, c'est quoi ? C'est-à-dire que même avant la conception de l'enfant, la santé de l'enfant commence à être jouée par le statut de micronutriments de la maman, l'environnement de la maison, l'esprit qui règne dans la maison lors de la conception, lors de la grossesse, le mode d'accouchement, l'allaitement maternel et la bonne diversification alimentaire. Bien entendu, la prise d'antibiotiques tôt a démontré qu'elle favorisait aussi l'apparition de certains troubles, des maladies chroniques inflammatoires du côlon, l'autisme, le diabète, etc. Donc, c'est plusieurs facteurs. C'est une maladie qui n'est pas encore très, très connue en termes de facteurs. Est-ce que l'enfant naît avec ou développe le trouble ? Écoute, les études scientifiques, on n'arrive toujours pas à expliquer.
C'est plurifactoriel, un peu de tout qui font qu'un enfant est autiste. Donc, et le diagnostic est très difficile à établir. Il est fait d'une manière collégiale. C'est la psychomotricienne qui fait son bilan, c'est l'orthophoniste qui fait son bilan, le pédopsychiatre. Exact. En fait, c'est lui qui chapeaute tout ça. Et puis, moi, je le dis toujours, il faut s'armer de patience. Alors, le volet nutritionnel… C'est ça. Oui. Alors, les études l'ont bien prouvé. On incrimine dans le régime alimentaire de ces enfants autistes le gluten et le sucre. C'est-à-dire qu'on a vu une amélioration du comportement en les enlevant. Et il y a eu même une étude en Chine très, très prometteuse sur la flore intestinale, où on a enlevé la flore de ces enfants par des antibiotiques et on a fait une greffe de flore à ces enfants. Et on a vu une très grande une amélioration totale des symptômes digestifs et une très nette amélioration de la symptomatologie neurologique, mais pas dans le temps. C'est-à-dire que ce traitement-là, il permet de gérer 2-3 mois et puis ça revient. Ça veut dire qu'il y a une implication de la flore dans le développement de l'autisme. Bon, aujourd'hui, c'est des pistes thérapeutiques pour l'avenir, mais oui, l'alimentation a un rôle dans la prise en charge de l'autisme. Mais comme je le dis, l'alimentation est seul non. En fait, c'est le traitement médical, la prise en charge et l'alimentation n'est là que pour compléter tout à fait. Exactement. Et moi, je veux surtout souligner, parce que j'ai pas mal de parents qui viennent, qui disent, voilà, en fait, on a mis en place le régime alimentaire et tout. Le régime alimentaire n'est pas un remède miracle et ce n'est pas un traitement. Ça aide dans le comportement, ça aide à améliorer, comme le docteur a dit, le comportement et les conséquences du comportement. C'est-à-dire que, par exemple, pour le sucre, par exemple, on sait très très bien que même pour les enfants hyperactifs, on diminue la quantité de sucre ou bien on enlève le sucre surajouté. Pourquoi ? Parce que ça surexcite l'enfant et parce qu'on a une surconsommation de sucre qui fait en sorte que l'enfant est encore plus agité. C'est la même chose pour les enfants autistes. Mais ce n'est pas un remède, comme Dr Wali a dit, ce n'est pas un remède. C'est que ça contribue à l'amélioration comportementale avec l'aide de la prise en charge. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelque chose… Parce que beaucoup de parents croient que le fait de faire, par exemple, le régime alimentaire, mon enfant va guérir. On ne guérit pas. On ne guérit pas de l'autisme, on s'améliore, on s'adapte, on adapte nos comportements et l'enfant, on l'aide à s'intégrer. Et avec ses particularités qui peuvent être des points forts pour lui, on a beaucoup maintenant d'auteurs et d'artistes qui sont à la base des enfants autistes, mais ils ont un point fort et donc on essaye d'améliorer leurs points forts pour pouvoir les intégrer dans la société. Alors on a les questions des parents. Pour vous, Ali qui nous dit, y a-t-il des exercices à faire à la maison ? Alors, exercice, je ne dirais pas comme ça, mais je dirais que normalement, tout professionnel avec lequel vous suivez pour votre enfant est censé, après les séances, vous donner un feedback de la séance et vous donner des choses à refaire à la maison, par exemple, des jeux à refaire, comment se comporter, comment je vais réagir par rapport à tel ou tel comportement. Alors, la prise en charge n'est pas faite que pour l'enfant, comme j'ai dit, mais c'est une modification aussi du comportement dans l'environnement social, qui est la première place, c'est la maison, c'est les parents et ensuite c'est l'école aussi. Et l'autre question, elle nous vient de Kamal qui dit « Notre fils est suivi depuis 3 ans, mais les charges sont lourdes. Y a-t-il des alternatives ?» Des alternatives, aujourd'hui au Maroc, malheureusement, on n'a pas encore des propositions d'alternatives qui sont vraiment solides pour qu'on puisse dire aujourd'hui « Emmenez votre enfant ». Là, parce que c'est vraiment à 100% ça. C'est gratuit. Et c'est gratuit. Alors, il y a un service de pédopsychiatrie à l'hôpital d'enfants qui fait un travail magnifique au niveau à Casablanca. Alors, qui fait un travail magnifique au niveau de la mise en place du diagnostic, sauf qu'il faut savoir que tout le Maroc se dirige vers le même service. Donc, forcément, l'attente, elle est très, très longue. Les professionnels ne peuvent pas prendre une grande quantité d'enfants, mais la mise en place du diagnostic, elle est très, très bien faite par les pédopsychiatres et l'équipe qui sont avec eux. Le suivi est coûteux pour les parents. Il y a des associations, mais pas toutes les associations prennent en charge vraiment à 100% et de la même manière, d'une qualité un peu. On est encore très très loin de ce qui se passe en Europe, donc on espère que ça va s'améliorer parce que vraiment le nombre d'enfants autistes est en train d'augmenter et les diagnostics sont en train d'être faits précocement, donc ça serait dommage que l'enfant ne soit pas suivi à cause de la charge, si on veut dire, du coût. C'est un coût médical qui est très très énorme pour les parents. C'est ça. Docteur Wali. L'idéal serait d'avoir des centres pluridisciplinaires, parce qu'un enfant, quand on le déplace et chez l'orthophoniste, dans un cabinet, chez la psychomotricienne, dans un autre, en fait, ça lui fait plusieurs environnements, surtout pour les autistes, ils ont besoin de références. Et puis, écoutez, pour le coup, malheureusement,
pas tout le monde est mutualisé. C'est ça. Et moi, je dis aux parents qui font des exercices avec les enfants, attention à ne pas trop demander à ses enfants. Parce que généralement, les enfants, les parents, ils ont envie, ils demandent trop à leurs enfants et ils vont faire plus d'exercices qu'il le faut. Donc, attention à ne pas fatiguer l'enfant davantage à force de vouloir faire le mieux. Un petit mot par rapport à ce sujet. Oui, en fait, ce qui est intéressant, il y a aussi beaucoup d'actions citoyennes qui sont développées autour de l'autisme, comme une association en fait qui est SOS Autisme, qui est extrêmement en fait présente par rapport à ce profil d'enfant. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils apportent aussi un vécu personnel, voilà. Et c'est ça en fait de parents. C'est ça, exact. En tout cas, bon courage à tous les parents qui nous suivent. Merci beaucoup, Sarah. On continue l'émission ensemble. Justement. Personne n'est à l'abri d'un burn-out professionnel. Alors, une fois que ça se passe, une fois qu'on le vit, malheureusement, il faut reprendre le boulot. C'est ça, la vie aussi. Comment est-ce qu'on peut le faire? Eh bien, on en parle tout de suite. Alors, je vais me permettre de faire un petit tour de table. C'est vrai que ça reste finalement très personnel comme question, mais est-ce que quelqu'un ici a déjà vécu ça, un burn-out professionnel? Dr Karim Louali. Écoutez, je suis naturopathe et donc je sais reconnaître les symptômes et agir avant d'arriver à cette troisième phase, parce que je présume qu'elle va expliquer qu'on passe par 3 phases. Et à la résistance nerveuse, il faut tirer à la sonnette d'alarme et réagir. C'est vrai, vous êtes bien outillée. Sarah, effectivement. Peut-être un début, mais j'ai stoppé. J'ai stoppé. Ouais. Parce que c'est ça, j'ai dit stop, en fait. C'est le boulot, c'est la maison, c'est les enfants. Enfin, on n'a pas qu'une seule vie. Hein. Quand on est au boulot, on n'est pas que des professionnels. Mouna, je pense que vous êtes bien outillée également. C'est-à-dire qu'il y a des cas de burn-out qui viennent en cabinet dans ce sens. Et ce qui est quand même, ce qui est intéressant, c'est que la sonnette d'alarme, c'est pas eux qui la tirent, c'est leur entourage. C'est ça. Voilà. On revient sur ces étapes, sur ces différents stades avant d'arriver au burn-out? Oui, bien sûr. Comment reconnaître qu'on est sur une pente glissante? Déjà, quand on est sur une pente glissante, l'essentiel, parce que déjà, quand on parle de burn-out, c'est pas une maladie. Donc, c'est pas une maladie qui est répertoriée dans le DSM-5 parmi toutes les maladies. Donc, mais en parallèle, il y a l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, qui détermine que le burn-out, en fait, c'est un état de fatigue intense, émotionnelle et physique et psychologique. Donc, ce qui est intéressant aussi dans ce cas-là, ce n'est pas une maladie, mais il y a un vécu de fatigue énorme qui fait qu'il y a trois situations. La première, c'est quoi? C'est en fait la personne qui devient complètement cynique par rapport aux collègues. Et là, on parle que du burn-out professionnel. Une personne qui devient cynique, parfois, qui n'est pas à l'écoute. Donc, il n'y a vraiment pas de preuve d'empathie par rapport aux collègues. Il y a aussi un sentiment, pas d'inutilité au travail, mais de non-résultat au travail. Et bien entendu, il y a l'autre paramètre qui est vraiment essentiel par rapport au burn-out, qui est le sentiment en fait de fatigue émotionnelle intense. Et la perte d'intérêt, la perte d'envie, de plus trouver d'intérêt ni d'envie dans ce qu'on fait. Oui, tout à fait. C'est-à-dire la perte de sens. En fait. Oui, la perte de sens. Elle est liée en fait au déclenchement d'un burn-out. Mais ce qui est aussi intéressant à savoir pour un burn-out, juste pour être mieux outillé, c'est qu'il y a des personnalités, il y a des personnes qui sont particulièrement présujettes en fait au burn-out. Et ce type de personnalité, ce sont justement des personnes qui sont vraiment dans la surenchère, qui sont vraiment dans le perfectionnisme intense, qui fait qu'il y a une sorte de bug entre ce qu'on demande et ce qu'on est capable de donner. Vous voyez ? Donc, mais aujourd'hui, le monde professionnel pousse à ça, justement. Pousse à ça, pousse à instaurer ce déséquilibre. Ce qui est intéressant aussi à savoir, c'est que dans les années 70, on disait que le burn-out, c'était des personnes qui faisaient un burn-out, qui étaient plus en fait sujettes dans le domaine, disons, c'est-à-dire des cas d'infirmiers, des personnes qui sont vraiment en face à face avec des clients avec une forte demande. Mais depuis les années 80, on se rend compte que le burn-out arrive au niveau du collaborateur et du manager. Donc, il y a un environnement, effectivement, qui peut prédisposer, mais surtout, il y a aussi une responsabilité déjà vis-à-vis de soi pour se prémunir et quand on a fait un burn-out, pour ne pas refaire un burn-out. C'est ça. Donc, les premiers signes, déjà, c'est que quand on se sent un peu... on sent qu'on s'isole, qu'on n'est plus à l'écoute du collaborateur, d'une collaboratrice, qu'on est vraiment dans un sentiment d'épuisement physique, voilà.
Et puis Et mental aussi. Et mental, bien sûr. Parce que c'est aussi un épuisement mental, une saturation, une fatigue, ne plus être capable de donner quoi que ce soit. De donner quoi que ce soit, parce que souvent une personne qui fait un burn-out, c'est pas quelqu'un qui va faire un certificat médical qui va rester chez elle. C'est quelqu'un qui va faire du présentéisme. Ça veut dire qu'elle va venir au travail, qu'elle va être devant son PC, mais incapable de sortir quelque chose parce qu'il n'y a pas cette capacité donc mentale de venir pouvoir se concentrer, venir pouvoir élaborer un travail de qualité comme cette personne a l'habitude de le faire. Mais il faut aussi savoir que ce burn-out, il ne s'est pas déclenché du jour au lendemain. C'est quelque chose qui peut commencer à faire ses racines durant la première année jusqu'à 5 ans. Et du jour au lendemain, la personne ne s'y attend pas et il y a un bug complet. C'est ça, c'est un bug. C'est un bug complet. Total. Autant avant, c'était comme une sorte de flamme parce qu'il y a une passion pour le travail et à un moment, on est complètement consumé à l'intérieur. Ça veut dire qu'il n'y a absolument plus de ressources. Et c'est ça qui fait qu'à un moment, le corps ne répond plus. Donc il y a de la somatisation, il y a des personnes qui vont développer des maux de dos, des maux de tête. Et d'ailleurs, tous les mots qu'on n'a pas pu dire au niveau du travail pour échanger, pour, disons, mettre en parole le mal-être, deviennent des mots MAUX, mais c'est-à-dire le corps parle, donc le corps s'exprime, et c'est vraiment des douleurs. Voilà. Donc le burn-out, souvent, c'est l'entourage qui va dire « Écoute, je ne sais pas, chaque fois que je te parle, tu réponds mal, tu es agressif ou tu es agressive, donc je ne sais pas en quoi je peux aider. » Mais et finalement, la personne n'a pas conscience qu'elle est en burn-out, qu'elle est en situation de burn-out. Il n'y a pas de prise de conscience de ce mal-être ? La prise de conscience, c'est que déjà, on n'arrive plus à dormir. Parfois, il y a aussi un impact au niveau de la vie personnelle. Quand on ramène tout ce mal-être psychologique chez soi à la maison, forcément, il y a un impact personnel avec les enfants. Il y a une personne, justement, qui vient et quand cette personne rentre chez elle, elle est en colère après son épouse, elle frappe son enfant. Et donc, voilà. Et c'est un peu cette situation de stress qui n'a pas été gérée et qui arrive à un burn-out, et il faut être très très vigilant là-dessus. Pourquoi ? Parce que quand on n'est pas à l'écoute de la colère qu'on exprime, qui parfois est sans fondement, le problème c'est que derrière, ça peut vraiment mener doucement et sûrement vers une dépression qui là est une maladie. Alors quelqu'un disait justement, en préparant l'émission, on discutait, il me disait, mais tu sais, je n'ai pas de raison d'aller mal, mais je vais mal. C'est-à-dire, je suis supposée aimer mon travail, je n'ai pas de problème personnel. Oui. Mon environnement est sain, entre guillemets, mais je fais un burn-out. Oui, il fait un burn-out parce qu'il y a une perte de sens dans ce qu'on fait. C'est pour ça que cette notion d'épuisement est là. D'ailleurs, la dernière fois, on avait parlé de bore-out. Souvent, quand il y a un ennui au travail, ça peut amener vers un burn-out. Donc, le bore-out peut ramener vers le burn-out. Donc, c'est important d'avoir du sens dans ce qu'on fait, c'est capital. C'est ça qui va alimenter l'énergie, c'est ça qui va alimenter l'énergie on a besoin pour se concentrer, on a besoin pour aller vers l'autre, pour un échange, pour être justement en empathie. Donc le burn-out, c'est pour ça qu'on dit que c'est un état finalement où la personne est complètement consumée à l'intérieur. Elle n'a plus cette force, cette énergie pour échanger, pour se concentrer, donc vraiment, et surtout, elle est en mode automatique. Ça veut dire soit elle est en conflit, soit elle se retire, soit carrément elle ne bouge plus, elle est en apathie totale. Donc elle est vraiment en mode automatique. Alors, comment justement, une fois qu'on a fait un burn-out, d'abord comment s'en sortir et surtout comment ne pas replonger ? Parce que les personnes qui font un burn-out, bien, elles sont incapables de travailler, de donner d'elles-mêmes pendant une période, mais la vie nous oblige à revenir dans notre milieu professionnel parce qu'il faut vivre, parce qu'il faut subvenir à sa famille, parce qu'il y a des obligations. Alors, comment on surmonte cette situation ? On en parle juste après la pause. Merci beaucoup d'être avec nous sur Médien TV. On continue notre émission d'aujourd'hui. Alors, on a parlé d'autisme, prise en charge et diagnostic, et justement alimentation aussi. On parlera d'alimentation plus en détail dans un petit moment avec l'asthénie, comment dépasser cet état grâce à l'alimentation. Et puis pour l'heure, le burn-out, comment reprendre le boulot après un burn-out. Justement, Mona Sqli, on en parlait. Qu'est-ce qu'il faut faire pendant, on va dire, la crise ? Pendant la crise, déjà, il faut prendre soin de soi. Il faut prendre soin, faut se donner le temps de prendre soin de soi. Ok, mais est-ce qu'il faut arrêter de travailler ? Ça dépend. Est-ce qu'il faut suspendre son activité pendant cette période ? Quand on est en burn-out, on n'est pas en capacité d'avoir un rendement qui est correct au travail. On n'est pas en capacité mentale de pouvoir interagir avec les autres. Donc quand on est en burn-out, c'est d'autres personnes
qui disent que cette personne-là est en burn-out. Il vaut mieux que cette personne prenne du recul, prenne du repos. Mais est-ce que l'entreprise aujourd'hui, si on prend le cas de l'entreprise marocaine, est-ce que l'entreprise est aujourd'hui sensibilisée au burn-out et sensibilisée à la réaction face à un collaborateur qui fait un burn-out? Je suis coach de dirigeants. Quand on me demande d'intervenir en entreprise, ce qui est sûr, c'est que les risques psychosociaux, je veux dire, les directeurs des ressources humaines sont extrêmement sensibles à ce point-là, pour deux raisons. Bien sûr, d'abord, il y a l'image de l'entreprise, et puis il y a aussi la responsabilité de l'entreprise par rapport à ses collaborateurs, et c'est aussi une question de management. Donc forcément, la sensibilité au burn-out, elle est là, elle est cruciale. Et avant tout, les collaborateurs, quand ils sont là, ce qui est sûr, il faut qu'ils interagissent les uns avec les autres et il faut qu'il y ait un rendement donc de tous les collaborateurs. Donc ce qui est intéressant, on peut déjà anticiper avec un type de management qui est plus participatif et collaboratif. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que beaucoup d'entreprises, bien entendu, quand on parle aujourd'hui de responsabilité sociétale des entreprises, de RSE, donc il y a quand même une proximité qui est beaucoup plus intense par rapport, une vigilance par rapport au bien-être donc du collaborateur, à aménager aussi des espaces de travail qui sont axés pour améliorer le bien-être au travail. Ça peut passer à travers des open space qui sont étudiés, à travers aussi un aménagement aussi de plantes vertes. Donc, et puis surtout, vraiment d'un système de management qui aide chaque collaborateur à rester vraiment dans le respect de lui, dans le respect de ce qu'il veut, de ce qu'il peut faire. Donc, ce qui est aussi intéressant à mettre en place pour une personne qui revient après un burn-out, c'est d'être vigilant pour anticiper ce genre de situation qu'elle a déjà vécu. Et ce qui est intéressant, c'est de l'avoir déjà vécu. Donc, de connaître en fait les premiers symptômes où on sent qu'on est moins productif, qu'on est vraiment, c'est-à-dire que la corde, on commence à trop la tirer. Mais est-ce qu'on s'en rend compte, je vais y arriver, Mona Scalé, ou bien on se dit, je suis fatiguée. C'est une simple fatigue, c'est peut-être la fin de l'année, donc je sature. On ne se rend pas compte qu'on fait un burn-out. La fatigue, bien sûr qu'on se rend compte quand on est fatigué. Oui, mais est-ce qu'on se rend compte quand on fait un burn-out? Un burn-out, le premier signe, c'est que déjà, il y a cette fatigue intense qui est due à rien. Mais le cas du burn-out, c'est que cette personne, malgré cette fatigue, continue à s'acharner par rapport à une demande en termes de volume de travail et à essayer de gérer au niveau des horaires de travail, mais ramener aussi son PC à la maison pour continuer à s'acharner à réaliser un travail qu'elle ne peut plus mentalement et physiquement faire. On n'a pas le choix, dans le sens où on a c'est-à-dire un objectif de réalisation. De rendement, on a un objectif de réalisation, mais à un moment, quand on n'est plus productif, il faut, la sonnette d'alarme, c'est en fait d'échanger avec des proches, d'échanger avec un coach, justement, qui est formé pour partager des techniques et aider la personne à rester donc dans le respect d'elle-même, le respect aussi de sa responsabilité professionnelle, et puis aussi le respect de sa vie personnelle. Donc voilà, c'est dans cet échange-là c'est un équilibre un peu compliqué. Mais en fait, c'est juste une question d'habitude et de trouver justement une nouvelle approche pour mieux mettre en axe ce qu'on nous demande et ce qu'on est capable de donner. Et ça, c'est des choses qui s'apprennent. Ça peut être à travers des techniques de gestion du temps, des techniques aussi de gestion du stress, essentiellement, pour éviter que trop de stress arrive à cet épuisement professionnel, qui est dû au fait qu'on n'a pas fait attention. Voilà. Alors, on a les questions des téléspectateurs, on y va. Kenza vous dit, depuis mon retour au bureau, je sens que mes collègues me ménagent, mais je ne veux pas une différence de traitement. Ce qui arrive souvent, c'est que les personnes qui sont en burn-out se sentent extrêmement coupables. Et souvent, elles n'en parlent pas. C'est pour ça qu'en fait, il n'y a pas une demande d'aide, parce que cette personne-là ne veut pas reconnaître qu'elle est en situation de burn-out, parce que ça peut être comme une situation de faiblesse. Au contraire, ce sont en général des mentales très forts qui arrivent à cet épuisement. C'est ça. Voilà. Donc, ce qui est sûr, c'est que après, il faut quand même aussi arriver à mettre des mots dessus, dire clairement qu'il y a eu un malaise qui est passager et que dorénavant, on fera plus attention pour être dans l'échange. Déjà avec les collaborateurs pour instaurer un meilleur climat de travail et que prévoir en fait une issue qui est plus positive, mais être prêt carrément à mettre des mots dessus. Et sinon, vous avez aussi Adil qui vous dit vos conseils
raisonnable pour ne pas rechuter? Pour ne pas rechuter, déjà, il faut être très vigilant. J'aime bien le raisonnable. Ça veut raisonnable. Dire que l'on peut tenir faisable. professionnellement. Oui, tout à fait. Ce qui est raisonnable, c'est déjà d'être à l'écoute de soi, de sentir quand il y a une fatigue physique, prendre le temps de se reposer, de se ressourcer et gérer son temps. Ça veut dire qu'arriver à placer des priorités par rapport à un volume de travail et essayer de distinguer, et il y a des techniques en fait qui aident ça, il y a aussi des ateliers qui sont développés pour cela, c'est dissocier en fait ce qui est prioritaire, ce qui est important, et arriver aussi à déléguer. Et ce qui est aussi intéressant au niveau de l'entreprise, c'est que le management aussi s'imprègne de ces facilités de burn-out par rapport à certains profils de collaborateurs et donc leur donne aussi une possibilité de mieux gérer leur temps et surtout les accompagne dans ce sens. Alors, on parle beaucoup de collaborateurs qui font des burn-out, mais est-ce qu'il y a aussi des managers ou des patrons d'entreprise qui en font? Oui, honnêtement, c'est-à-dire que quand il m'est arrivé de coacher des personnes pour un problème de burn-out, c'est des patrons. Parce qu'ils n'ont pas senti en fait cet épuisement psychologique arriver. C'est ça. Donc personne n'est à l'abri. Personne n'est à l'abri. Mais il faut que l'entreprise s'outille en fait. De toute façon, il faut déjà que la personne arrive à être à l'écoute de soi pour combler des besoins qui sont essentiels et arriver aussi à être dans l'optimisation de ses propres compétences. Mais ça passe aussi par un travail sur soi et surtout pour éviter d'être en mode survie, mais plutôt être en mode adaptatif. C'est ça. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Merci infiniment. Alors justement, un sujet qui complète parfaitement cette thématique, c'est celui qu'on aborde avec vous tout de suite, Dr Karim Louali, concernant l'asthénique et l'alimentation. On y va. Dr Karim Louali, vous êtes médecin nutritionniste. Donc, l'asthénie, c'est une très grosse fatigue, mais je vais vous laisser, vous, en tant que spécialiste, définir ce terme très scientifique. Il faut vraiment faire la différence, parce que la fatigue et l'asthénie, c'est deux choses complètement différentes. Être fatigué, c'est normal, on travaille trop, on est sollicité, mais la fatigue est un état temporaire. On est fatigué, quand on se repose, on n'est plus fatigué. Par contre, l'asthénie est un état de fatigue constante. Même si on dort, même si on mange bien, on va rester asthénique. Est-ce que c'est en relation avec, ça peut être en relation avec une autre maladie ou notamment bien avec sûr, un burn-out? Bien sûr. Alors qu'est-ce qui se passe? Là, il y a des phases. Et moi, j'incite vraiment les managers à faire des conférences de sensibilisation dans l'entreprise pour permettre aux gens de détecter ces signaux. Parce qu'au départ, on donne, c'est le stress positif, on va se surpasser. Après, notre petite glande surrénalienne, elle va commencer à sécréter de la cortisone. Et là, c'est quoi? C'est la résistance nerveuse. En fait, la cortisone, elle va nous donner la boule dans la gorge, l'estomac qui se noue, les palpitations. Et on ne sent pas quand on va passer au burn-out. Alors, pour revenir à l'asthénie. En fait, l'asthénie, on parle de deux grandes formes. Quand on ne parle pas de fatigue, on a défini qu'il y avait une grande différence. L'asthénie, on parle d'organique et de fonctionnel. Ok. Organique, c'est 25% des cas. Il y a une cause. Là, c'est médical. Il faut faire un bilan, il faut explorer, il faut traiter. Par exemple, je suis anémique, je fais une asthénie organique. C'est le fer que je dois prendre. J'ai un problème de glande thyroïdienne, j'ai une hypothyroïdie. Pareil, j'ai un cancer. Un syndrome paranéoplasique peut donner une asthénie. C'est le traitement du cancer qui va traiter l'asthénie. Okay. Par contre, quand c'est fonctionnel, et ça c'est 75% des cas, là, non, il n'y a pas de cause à traiter. Généralement, on a recours à des anti-asthéniques. Et là, les étiologies sont très diverses. Ça peut être. Mais il faut, pardon de vous interrompre, il faut forcément passer par le bilan. Effectivement, dans 25% des cas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui. Oui, mais pour savoir si c'est organique ou fonctionnel, il faut forcément passer. Un petit questionnaire, tout simple, une petite enquête du patient que le pharmacien, que le médecin peut faire. Parce qu'en ce moment-là, le pharmacien dit non, attention, il faut explorer, il faut voir le médecin, ou non, c'est juste une asthénie fonctionnelle et on peut avoir recours à des conseils hygiéno-diététiques et des anti-asthéniques. Les anti-asthéniques, c'est les vitamines? Non, pas forcément. Alors encore là, c'est une finesse de diagnostic. Ça commence bien sûr par les vitamines et généralement, c'est la vitamine C qui prend le chef de file, mais la vitamine B6 aussi. Mais ça peut aller aussi par les oligo-éléments. Et là, on parle du grand perdant du millénaire qu'est le magnésium,
On traite l'asthénie avec le magnésium quand on a des troubles de sommeil, quand on a des contractures musculaires, quand on a la paupière qui saute. Parce qu'il ne faut pas oublier que le magnésium participe à plus de 300 réactions chimiques dans le corps. Et il faut dire que 77% des gens sont en manque de magnésium et on ne peut même pas explorer dans le sang parce qu'il est plus dans l'os, dans la cellule. Donc on peut pas, que dans le sang. On ne peut pas le mesurer. Non, c'est vraiment un diagnostic clinique et thérapeutique. On donne du magnésium et on regarde la différence. Vraiment, le magnésium est un très grand perdant parce qu'aujourd'hui, avec le stress, on puise dans notre pouvoir antioxydant et ces oligo-éléments, vitamines que nous ne fabriquons pas, sont en manque. Puis à côté des vitamines, à côté des oligo-éléments, il y a des acides aminés. Ça, c'est plus l'apanage des sportifs qui sont en surmenage physique. Ouais. Et puis, il y a toute une panoplie de plantes aujourd'hui avec laquelle on traite l'asthénie. Je vais parler d'acérola, c'est de la vitamine C naturelle, d'autres produits qui contiennent de la caféine, comme le maca, comme la noix de cola, et puis des plantes adaptogènes, comme le ginseng, comme on en a parlé. Le maca, ça ne booste pas trop? Oui, ça booste trop. C'est 3 à 6 fois plus de caféine que le café. C'est ça. Est-ce que ce n'est pas dangereux pour l'organisme? Oui. Ces histoires, ce n'est pas des effets de mode, justement? L'acérola, le maca, ce genre de choses. Finalement, quand ça arrive sur nos étalages en parapharmacie ou en pharmacie, on se retrouve à les acheter sans forcément en connaître les pouvoirs ni les conséquences, et sans forcément en connaître le mode de consommation. Vous avez vraiment mis le doigt sur un point qui est très essentiel. Quand je ne comprends pas pourquoi je prends tel complément, mais c'est à la mode. Ça peut être dangereux. C'est ça. C'est pas parce qu'il faut le prendre, parce que c'est à la mode. Par exemple, comme anti-asthénique naturel, il y a aussi les plantes super aliments, comme la spiruline, comme la gelée royale, comme le pollen. Mais chaque chose a son indication. Une femme enceinte qui a enchaîné les grossesses, qui a des carences micronutritionnelles, ne va plus se diriger vers de la spiruline, de la gelée royale. Donc c'est ça, c'est l'indication qui fait la différence. Bien entendu, un manager qui est dans une période de stress, un financier qui est dans une période de dépôt de bilan, eh ben, il a besoin qu'on lui donne ce petit coup de pouce. Mais c'est 15 jours, 20 jours de traitement où il a besoin de donner plus et on va lui donner par exemple un booster de la sorte du ginseng ou de la noix de cola ou du maca par exemple. Mais ça, moi je dis c'est des choses qui sont ponctuelles en fonction du contexte. C'est pas des cures de 3 mois. Non. Absolument non, pas. Le magnésium, on fait 20 jours et on fait une fenêtre thérapeutique. Le ginseng, on fait 20 jours et c'est bon. Et ça a des périodes en changement de climat, dans des périodes de stress. Un étudiant qui prépare son examen, un sportif qui prépare un marathon. En fait, c'est des indications qui sont bien précises. Et en fonction des cas, moi je le dis toujours, une maman qui a de l'anémie, c'est le faire, c'est pas absolument ça. Donc un adolescent qui a les examens et qui est en pleine croissance, c'est plutôt de la spiruline, de la gelée royale, des choses comme ça. Et donc c'est des indications bien précises, mais il faut poser un bon diagnostic pour pouvoir donner le bon complément. Parce qu'on a l'impression que finalement ces choses-là, ça fonctionne en automédication. Et puis, il y a des compléments alimentaires ou des compléments vitaminiques. Et c'est la solution miracle à toutes les fatigues, à toutes les asthénies. Oui. Voilà. Et ben, c'est absolument faux. Et moi, d'ailleurs, aujourd'hui, on commence à devenir plus sensibilisé. Bon, par exemple, on m'a demandé de faire un cours de phytothérapie aux futurs nutritionnistes, aux futurs médecins à la faculté. Ça veut dire qu'il y a tout un cortège de compléments alimentaires qui sont faits à base de plantes, mais on ne sait pas. Parce que à la fac de médecine, on enseigne les médicaments, les principes actifs, mais pas les plantes, par exemple. Mais aujourd'hui, ça commence. Aujourd'hui, on est en train plus de sensibiliser les pharmaciens, qui sont souvent le premier interlocuteur des patients fatigués, au lieu de se retourner et de donner le premier complément qui tombe sous la main, de pousser un tout petit peu les choses pour pouvoir donner le bon complément alimentaire pour répondre à la problématique de ce patient. Sarah, vous, en tant que, on va dire, maman et pas la spécialiste. Là, je m'adresse à... Justement, vous êtes... J'enlève l'autre casquette. Vous mettez l'autre casquette. Est-ce que vous faites de l'automédication par rapport à ça, par rapport aux vitamines? Rarement. J'ai peur. Franchement, moi, je suis quelqu'un de très anxieux par rapport à la prise de médicaments n'importe comment. Donc, ni pour moi, ni pour la petite, je ne fais souvent pas ça. La seule chose, moi, que je fais pendant la fatigue, c'est que j'ai eu
l'asthénie. J'ai des carences en fer, j'ai des anémies, j'ai des manques de magnésium. Donc ça, je sais, je fais des petites cures de pas plus que 2 semaines, 3 semaines de magnésium. Et le fer, ça dépend des analyses médicaux. Mais vraiment, je suis très minutieuse et je vais facilement chez le médecin. Okay. Je suis pas difficile ça, sur ce point-là. Aussi. Ça, oui. Vous êtes sensibilisée. Oui. J'ai peur des conséquences plus que autre Parce qu'on chose. se dit que un tube de vitamine C, ça fait pas de mal. Ça ne peut faire que du bien. Ouais. Est-ce que ça peut faire du mal, Dr. Oui, l'excès. Non, en termes de vitamine C, la dose toxique, elle est très très loin. C'est pareil pour la vitamine D. La dose toxique, elle est très très loin. Mais néanmoins, le corps doit prendre ses besoins. On doit supplémenter ce qui manque. Pas tout. Pas tout. Pas tout. Donc c'est pour ça qu'il faut être bien précis. Et puis bien entendu, il faut dire que ces antiasthéniques, ce n'est qu'une des armes thérapeutiques qu'on a pour lutter contre l'asthénie. C'est ça. Mouna, vous êtes l'adepte du tube de vitamine C l'hiver ou... Écoutez, déjà, on a la chance dans ce beau pays d'avoir des légumes et des fruits plein de vitamines et frais. Donc c'est quand même une chance énorme, arriver à équilibrer au quotidien ce dont on a besoin. Donc voilà. À travers l'alimentation. À travers l'alimentation, voilà, ça reste sûr. Ça reste sûr. Alors, docteur Karim Louali, justement, est-ce qu'on peut faire le plein grâce à de l'alimentation ou c'est un mythe finalement? Non, on peut faire le plein, sauf que quand on a une carence. C'est-à-dire que quand on a un déficit en fer, on a beau à manger des lentilles et du foie de bœuf et des épinards, c'est pas suffisant parce que le déficit est profond. Aujourd'hui, la prise en charge, la cause. Oui, et aujourd'hui la prise en charge de l'asthénie passe par l'alimentation, mais elle passe aussi par un bon sommeil, par pratiquer de l'activité physique, par pratiquer de l'activité cérébrale, c'est-à-dire prendre des moments de lecture, petites choses comme ça. En fait, c'est une prise en charge globale qui englobe la nutrition. Et la nutrition anti-asthénique est une nutrition qui, comme une nutrition anti-burnout, ils se rejoignent. C'est une nutrition qui est pauvre en sucre raffiné, parce que ce sont ces produits qui fatiguent notre corps, parce que notre corps, il va puiser dans notre pouvoir antioxydant pour pouvoir digérer tout ça, qui est pauvre en mauvaises matières grasses, c'est-à-dire les acides gras transformés ou bien saturés, mais qui est plutôt riche, et là on ne le dit jamais assez, de fruits et de légumes, de fibres alimentaires saines, de féculents sains. Donc c'est une alimentation saine qui est riche en oméga 3 et donc les poissons gras, les viandes maigres. Donc ça, en termes d'asthénie, c'est ça. Il faut vraiment faire le plein d'antioxydants dans l'alimentation, riche en super aliments. On a la spiruline, on a les graines de chia, on a les baies de goji, on a les fruits rouges, on a les agrumes. Ça aussi, ce n'est pas des effets de mode ? Graines de chia, baies de goji. Non, ce n'est pas des effets de mode. Aujourd'hui, les études sont claires. C'est-à-dire, il y a des aliments qui sont riches en pouvoir antioxydant. Et il y a le bio. C'est-à-dire, aujourd'hui, les études ont bien démontré que le bio, par exemple, contenait plus d'antioxydants que l'alimentation normale et contenait moins de substances toxiques. Oui. Et aujourd'hui, notre corps puise dans son pouvoir antioxydant pour se débarrasser de ces substances toxiques. C'est-à-dire que quand on a une alimentation riche en antioxydants, nos réactions chimiques se font très très bien et nous luttons mieux contre ces effets-là. Okay. Alors, on a des questions de téléspectateurs. SM qui vous dit, y a-t-il des aliments à privilégier plutôt le matin pour l'énergie ? Alors, le matin, ce qu'il faut, c'est avoir un bon petit déjeuner anglais. Tiens, ils ont tout compris, eux. Pourquoi ? Parce que c'est 25% de l'énergie et c'est ce qui nous permet de démarrer la journée. Okay. Et donc, bien entendu, un produit céréalier pour avoir des sucres lents, une protéine pour tenir le coup, qui peut être un fromage blanc, du lait, des choses comme ça, et un plein d'antioxydants, un fruit. Donc, ces trois mélanges, c'est l'idéal pour démarrer notre journée. Je peux prendre 2 kiwis, du pain complet avec de l'huile d'olive et du miel, et un verre de lait, et le tour est joué. J'ai mes 3 composants, par exemple. Des flocons d'avoine avec du lait, je mets dedans des morceaux de fruits, et j'ai les 3. Donc, il faut absolument qu'il y ait cette composante, fruits pour le plein de vitamines, céréaliers, qui peut être des flocons d'avoine, du pain, mais complet, et une protéine qui peut être du fromage blanc ou un verre de lait, et voilà. Ok, mais par rapport au lait, il y a aussi de plus en plus de personnes qui souffrent d'intolérance au lactose. C'est vrai ? Oui, c'est des choses qu'il faut savoir. Que... Mais ça se développe à un âge assez tardif finalement. Les enfants ne souffrent pas tant. Tout dépend, moi je l'ai eu depuis toujours. Depuis toujours. Ok. Il faut savoir que 75% de l'humanité n'a pas la lactase, cette enzyme pour digérer le lactose. 25% l'ont par habitude, parce que normalement l'être humain
une fois qu'il est sevré de sa maman, ne devrait pas consommer. Bon, mais il ne faut pas tomber dans l'excès. Okay. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui n'est pas bon, c'est à vous placer des produits laitiers partout. Hein, je vais déjeuner un yaourt, je vais avoir du fromage, non. Mais bon, quand on prend ça d'une manière raisonnable, les gens qui ont des problèmes avec le lactose, il y a les produits de chèvre et de brebis qui sont mieux tolérés que le lait de vache au niveau digestif. Okay. Bon, après, on peut se rabattre sur des laits végétaux comme le coco, comme l'amande, par exemple, pour garder ceux qui ont l'habitude d'avoir le verre de lait le matin. Le matin. Et sinon, vous avez aussi Karima qui dit, que pensez-vous des cures de jeûne? On dit que ça booste. Non. Les jeûnes thérapeutiques existent, les bienfaits sur la santé sont bien connus, mais c'est plutôt détox, mais pas booster. Parce que pour avoir de l'énergie, il faut donner au corps quoi brûler, quoi. C'est ça. Mais plutôt les jeûnes, moi je dirais qu'on est plutôt dans la détox. Dans certaines périodes de l'année, quand on a certaines maladies métaboliques, oui, on peut faire une cure de jeûne pour détoxiquer le corps, pour le nettoyer. Mais par contre, pour lutter contre l'oxydation et le stress, eh ben non, il me faut des antioxydants, il me faut des vitamines. Et ce n'est pas en stressant davantage la cellule, en la faisant jeûner, qu'on va lutter contre l'asthénie. Au contraire. Donc, juste pour rappeler, l'asthénie, ce n'est pas la petite fatigue. L'asthénie, c'est un terme médical, docteur Karim Louali? C'est une pathologie, c'est plus prolongé par le temps et on a beau à se reposer, ça ne partira pas. Donc, mais comment faire la part des choses entre asthénie, burn-out, dépression? Écoute, tout se rejoint. Parce qu'une fatigue peut arriver à un burn-out. Hein. Si une asthénie peut cacher une dépression? Mais bien sûr. Un stress, par exemple, au travail, il va consommer notre pouvoir antioxydant. Et je suis dans une phase de résistance nerveuse et je peux atteindre un burn-out qui peut avoir une très grande composante psychique qui peut cacher une dépression. Et là, c'est le traitement de la dépression qui va engendrer le traitement d'une asthénie. Elle peut être réactionnelle à une situation définie, trop de travail, responsabilité à la maison, ou elle peut être due à des carences. Une femme enceinte qui va enchaîner la grossesse et qui va reprendre son travail 3 mois après et qui va faire un déficit en fer. En plus de la pression psychologique, c'est le classique. C'est le grand classique. C'est réactionnel à une carence. Donc tout est lié. Finalement, on peut se balader d'une définition à une autre, mais la conclusion, c'est ça. Le burn-out, on est asthénique. Et la prise en charge, elle est aussi pluridisciplinaire. Il y a le coach qui va gérer au travail, il y a le psychologue qui va gérer, il y a le médecin qui va poser l'étiquette du déficit. Et il y a l'émission qui va informer. Voilà, on bosse tous. Merci infiniment d'avoir été là. C'est un plaisir de vous avoir, Mona Sqli. Vous êtes coach, justement. Dr Karim Louali, vous êtes médecin nutritionniste. Et Sarah Hay, vous êtes orthophoniste. Un grand merci à toute l'équipe en régie. N'hésitez pas à revoir cette émission sur notre site mediantv.com. Très très bonne journée à toutes et à tous et à très vite. Au revoir.